Bon, bonjour à tous. Merci d'être à cette session. Merci également, bon, c'est un merci usuel, mais celui-là, je l'appuie un petit peu aux organisateurs et aux sponsors. En fait, j'ai eu l'occasion de faire partie de l'équipe d'organisation d'Agile Tour des premières éditions, des 2-3 premières éditions. Donc, je sais ce que c'est. Donc, merci à eux. Alors je suis étonné d'ailleurs qu'il y ait autant de monde parce qu'on m'a dit ton nom il est un peu le nom de ta conf là, on comprend pas trop de quoi ça parle. Je le sais fait exprès comme ça doit te faire venir et puis on verra bien tu verras bien de quoi je parle. Et justement en fait mon sujet c'est de reparler de développement logiciel. Et ça tombe bien parce que quand j'ai préparé cette conférence, vous voyez, ça date d'il y a peu de temps. Je suis tombé sur un tweet de Ron Jeffries. Je ne sais pas si vous connaissez Ron Jeffries. Non, un peu de loin. C'est un des signataires du manifeste Agile. Il y a quelques années maintenant. Il avait ce thread qui est très intéressant en fait. Je reviendrai dessus. Mais déjà, en fait, il nous explique de quoi on parle quand on parle de développement logiciel. On parle d'un côté des gens qui ont des problèmes. Et de l'autre côté, des gens qui peuvent potentiellement avoir des solutions. Et le développement logiciel, c'est le lieu de rencontre de ces deux types de personnes. D'accord ? Le logiciel pouvant être, justement, ce qui ressort, en fait, de la collaboration entre ces deux populations. Le problème, c'est que le développement logiciel se confronte à un sujet qu'on a abordé des tas de fois, mais on ne sait pas comment... On n'explique pas trop comment un jour, dans l'histoire de l'humanité, on est arrivé à des sociétés qui sont organisées comme ça en silos. Et c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder dans la conférence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a essayé de casser un peu ces silos pour amener ces personnes, parce que généralement elles sont dans des silos bien différents, à collaborer plus efficacement et à produire des meilleurs logiciels. Alors je vais me présenter. Je m'appelle Jérôme Avoustin, je suis développeur. J'aime bien d'ailleurs me présenter plutôt en tant que software crafter, si vous connaissez le mouvement du software craftsmanship. Sinon, je vous invite à le découvrir. Donc en français, l'artisanat logiciel. Et voilà, bon, en ce moment, j'ai pas de... D'ailleurs, je recherche en ce moment mon point de chute. Je ne bosse pas dans une société particulière. Mais, et puis j'ai une petite activité de conseil à côté qui me permet de voir d'autres contextes que ceux dans lesquels j'évolue. Alors, petit disclaimer aussi, il y en a quelques-uns qui me connaissent, ils savent que je troll beaucoup. Il n'est pas impossible que des trolls se cachent dans cette conférence. Et encore une fois, j'ai eu des discussions justement tout à l'heure à midi, il ne faudra pas être visé personnellement, je ne vise personne personnellement. Alors revenons-en à notre sujet. Et la question que j'ai envie de me poser, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on a essayé d'amener d'un côté les gens qui ont des problèmes et de l'autre les gens qui ont des solutions à collaborer. Historiquement, la première chose qui est venue, on ne sait pas pourquoi non plus, on ne l'explique pas, c'est d'amener les gens à transmettre de l'information via de la documentation. La fameuse doc de spec, les docs de conception, les cahiers des charges, etc. Et ça, en fait, on l'a invalidé assez, j'ai envie de dire, dans l'histoire du logiciel assez récemment. Enfin, ça fait quelques temps maintenant qu'on sait que le papier est peut-être le moyen le plus inefficace pour transmettre de l'information. Je parle bien de la transmission de l'information. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de documentation. Le papier, tout ça, a toujours son intérêt parce qu'on a besoin de capitaliser, de documenter ce qui a été fait. Mais pour le coup, pour transmettre de l'information, c'est assez inefficace. Et c'est là qu'en fait l'agile est arrivé, un petit peu sur ce constat-là, qu'on avait encore du mal à collaborer. Et donc ça me permet de rebondir en fait sur le thread, parce que c'est tout un thread en fait qui l'explique. J'ai mis le lien, je crois, dans les slides. Sinon, je le rajouterai. Sur qu'est-ce que l'essence du développement logiciel agile. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est d'emmener en fait ces deux populations, les gens qui ont des problèmes et les gens qui ont des solutions, à travailler de manière collaborative et de manière itérative. C'est-à-dire à chaque fois avec des circuits d'information qui tournent en boucle. C'est-à-dire d'un côté de la descente d'information, du feedback qui arrive au niveau des équipes techniques,
Et de l'autre côté, des équipes techniques qui montrent ce qu'elles sont en train de faire et qui donnent, dès qu'elles ont des incréments de valeur, qui donnent des choses aux gens qui ont des problèmes. Et ça, afin de valider tout un tas de trucs, notamment valider, savoir si, effectivement, la solution qu'on est en train de faire correspond au problème qui a été posé. Bon, en clair, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, si on veut revenir, en fait, il faut essayer de revenir un peu aux fondamentaux de l'agile. Et les fondamentaux de l'agile, finalement, c'est ça. Tout ce qui résume dans son thread, on est là. C'est-à-dire notre capacité à comprendre un problème et à le traduire en logiciel. Et à le faire ça de manière itérative. D'accord ? Bon. Donc en gros, vous pouvez oublier pour l'instant Scrum, Kanban, même Safe. Bon. Ce qui est important, c'est ça. Alors justement, en Agile, on a développé tout un tas de techniques, de pratiques qui aujourd'hui ont un peu court. Tout le monde connaît les user stories. User stories qui ont rien à voir avec Scrum, pour rappel. Enfin, ça a été même créé en dehors, mais aujourd'hui c'était intégré à XP. Extreme Programming, pardon, je suis un adepte d'Extreme Programming. Déjà, en fait, on a transformé un peu la façon dont on transmettait l'information. Alors, comme le présente un collègue qui s'appelle Thierry Crow, ce qu'il nous dit, c'est en gros, les user stories, ce qui compte, c'est pas la carte, en fait. C'est une invitation à la communication, à l'échange, à la discussion. C'est ça, avant tout, la user story. Et ce que vient capturer la carte, c'est l'essence de cette discussion. D'accord ? Et c'est un outil très intéressant parce que déjà, on projette l'équipe technique dans quelque chose qui est différent. Avant, on avait des docs de specs très descriptifs. Et là, on a quelque chose qui commence à nous raconter une histoire, à nous mettre en situation à la place de l'utilisateur. Et encore mieux que ça, qui nous explique pourquoi on le fait. Le SOSAT, ou le afin de, il est essentiel. Il est clé. Et ça, c'est déjà une évolution qui est très intéressante. Autre type d'atelier que vous avez déjà peut-être dû croiser, les ateliers de story mapping, donc, qui ont aussi pour objectif de nous permettre de, comme son nom l'indique, de raconter des histoires, en essayant d'identifier quelle est l'histoire minimale déjà. On essaie d'identifier avec ça quel est le minimum viable product, comme on dit. C'est-à-dire quelle est l'histoire minimale qu'on peut mettre à disposition de l'utilisateur pour qu'il puisse commencer à tester la solution. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'atelier, mais effectivement, c'est déjà quelque chose qui nous permet, nous, une équipe technique, parce que je me projette de ce côté-là, à mieux se projeter sur ce qu'on a besoin de faire. Alors, il y a d'autres ateliers encore. On va parler de sprint planning. Sprint planning, que vous avez déjà dû croiser si vous faites du Scrum, évidemment. Donc les sprint planning, où on va, avec le PO, essayer de creuser un petit peu mieux les tenants et les aboutissants d'une story, essayer de capter les petites choses qu'on n'a pas forcément bien comprises. Et story après story, essayer de creuser ça pour arriver ensuite à déterminer ce qu'on va faire pendant le sprint. Il y a encore un autre atelier, celui-là il est peut-être un peu moins répandu, je ne sais pas si vous connaissez, les 3 amigos, ça s'appelle. En gros, on réunit... ouais, j'ai trouvé sympa. D'ailleurs, celui qui note tous les films de la conférence gagne un truc à la fin. Je ne sais pas quoi encore, mais il gagne un truc. Il y en a déjà qui sont sortis. Donc les 3 amigos, on réunit 3 profils différents. Un product owner, par exemple, un développeur, un testeur, c'est un exemple. Et on les fait collaborer pour essayer que chacun en fait comprenne si une user story a bien été comprise par tous les types de personnes, d'accord, et que on n'ait pas oublié des choses côté test, qu'on n'ait pas évidemment oublié des choses en termes de développement. L'Ops aussi peut participer. Bon. Donc tous ces ateliers, ils sont très intéressants, ils ont emmené une vraie évolution. Par contre, à titre personnel, ça fait un peu plus de 10 ans que je navigue dans l'agile, dans différents contextes, et j'avoue que depuis ce temps-là, j'ai quand même observé qu'on n'arrivait quand même pas à faire les choses tout à fait correctement. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qui marche pas en fait ? Là, ce que j'ai observé, c'est qu'assez vite, on aboutit quand même, malgré tout, à des logiciels qui ont une complexité qui est souvent énorme. Et en fait, un des problèmes qu'il y a, donc ça, on y arrivait très bien avec des docs de spec, avec un doc de spec, on le pond, c'est facile. Mais avec des stories et tous les ateliers qu'on a vus précédemment, c'est aussi possible, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un peu trop le focus sur
la user story qu'on est en train de faire, et qu'on manquait en fait de vision un peu plus globale. Et c'est le cœur en fait de tout ce que je vais raconter par la suite. On génère beaucoup de complexité, et notamment quand on fait un petit peu le tour d'un logiciel, on se rend compte qu'on a fait toutes nos petites user stories, on a avancé. Tout à l'heure, là, au détour d'un atelier, j'entendais quand est-ce que le produit est fini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un produit est fini? Mais une fois qu'on a fait toutes nos petites stories, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, moi, j'ai entendu des feedbacks qui me disaient, mais non, votre logiciel, il est bien, mais ça ne me sert à rien. Il est joli, mais ça ne me sert à rien. Ça ne remplit pas, ça ne m'aide pas. Ce n'est pas une solution. Et tout simplement, en fait, parce que dans notre capacité à comprendre le domaine métier dans lequel on était, n'était pas suffisante. Et on a arrêté l'éléphant dans la pièce. Ou la grille, par exemple. Donc on n'a pas suffisamment pris en compte les contraintes du domaine métier dans lequel on évoluait. Un autre problème, ou une autre manifestation, c'est qu'on génère aussi beaucoup de complexité accidentelle. Alors je vais faire un petit peu de vocabulaire. Qu'est-ce que j'entends par complexité accidentelle? On va dire que grosso modo, dans le logiciel, vous avez 3 types de complexité. Vous avez la complexité essentielle, qui est la complexité liée à la complexité du domaine métier dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans l'assurance, mais vous allez avoir une certaine complexité. Si vous êtes dans le e-commerce, si vous êtes dans un métier très industriel, vous allez avoir des complexités qui vont varier en fonction de votre domaine métier. Ça, c'est la complexité essentielle. La complexité obligatoire, c'est tout ce qu'on va apporter derrière comme élément de solution pour supporter la complexité essentielle. Donc, c'est-à-dire les bases de données, les serveurs, les bus, tout ça, c'est pas forcément des choses qui sont liées au domaine métier, mais par contre, sans ça, sans base de données, il y a certains métiers qui pourraient pas marcher. Bon, ça amène un niveau de complexité supérieur. Ça, c'est le deuxième type. Donc, complexité essentielle, complexité obligatoire. Et le complexité accidentelle, c'est toute la complexité qu'on génère qui n'a rien à voir avec les deux autres. Et ça, pour avoir fait des tas d'audits depuis presque 15 ans, je peux vous dire qu'on en génère beaucoup. Et notre capacité à générer de la complexité accidentelle, elle est souvent liée à notre capacité à bien modéliser et à bien comprendre un domaine métier dans lequel on évolue. Alors un autre problème, je ne sais pas qui c'est qui est PO ici, dans sa boîte. Ah, un peu moins que ce que je pensais, mais très bien, c'est cool. Alors, je ne vous cible pas, hein, encore une fois, il n'y a rien de personnel, mais le PO, en fait, a cette espèce de rôle, en fait, d'intermédiaire, en fait, entre ces deux populations, les gens qui ont les problèmes, les gens qui ont les solutions. Et forcément, un PO est humain. Et un humain, ça induit plein de biais, ça vient avec tous ces biais cognitifs. Et d'ailleurs, il y a un article que j'ai mis à la fin encore, j'ai un slide avec tous les liens dont je parle pendant la conférence, qui liste un certain nombre de biais qui sont finalement liés au rôle de PO et qu'on retrouve régulièrement. Par exemple, on peut lier le biais de confirmation. On peut parler du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est que on va avoir une personne qui va aller chercher de l'information auprès des parties prenantes, mais uniquement pour confirmer une intuition qu'il a personnellement. Et pas forcément pour capturer des choses qui peuvent être à côté. Donc là, on rate l'éléphant dans la pièce, dont je parlais tout à l'heure. Ça peut arriver. Alors un autre biais, celui-là, je l'ai rencontré, je peux vous dire qu'il est assez néfaste. C'est le curse of knowledge, on l'appelle. C'est-à-dire, alors je sais pas la traduction française, mais le curse of knowledge, en fait, c'est le PO qui se veut un peu comme la seule interface par rapport au domaine métier, entre le domaine métier et les experts techniques. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il n'y a même pas besoin d'aller chercher de l'information auprès des experts du domaine, tout simplement parce que lui, il l'a, ou il pense l'avoir. Ça, c'est un autre biais. Et je peux vous dire que celui-là, il est assez difficile. Et puis enfin, une autre pratique aussi qui arrive régulièrement, c'est que quand on a un PO qui va venir prendre de l'information auprès de différentes personnes qui sont dans l'expertise métier, généralement, quand il va faire l'interview, il va interviewer les uns après les autres. Ça pose problème. Parce que des fois, on ne capture pas certaines choses ou certaines évidences qu'on pourrait capturer si on les mettait ensemble. Bon. Alors, tout ce que je viens d'expliquer, en fait, sont tout un tas de symptômes, des choses qu'on observe assez facilement.
Et j'ai essayé de creuser, en fait, essayer de voir, comprendre, en fait, quelle est la source racine. Pourquoi on en arrive là? Si je reviens à un problème, le problème, en fait, c'est qu'on essaie de faire collaborer des gens qui ont des problèmes et des gens qui ont les solutions. On essaie de faire collaborer des gens qui sont dans l'expertise du domaine et des gens qui sont dans l'expertise technique. Pourtant, les gens, enfin, ce qui sort en matière de logiciel, ce qu'on met en production, c'est vraiment ce que les gens du côté technique ont compris. Donc il faut qu'on maximise cette compréhension. J'aime beaucoup cette citation d'Alberto Brandolini dont je reparlerai tout à l'heure, enfin Alberto en l'occurrence, qui pose vraiment le problème. Mais alors pourquoi on en arrive là? Alors c'est vrai que j'ai intitulé, quand j'ai écrit l'abstract en fait de cette conf, j'ai écrit Mind the Gap, vous savez, cette espèce de... comment dire, c'est pas un mantra, mais le texte qui est répété quand on est dans le métro à Londres, là, mind the gap between the platform and the train. Hein, c'est attention à l'intervalle entre le train et la plateforme, sinon vous allez vous coincer, ça peut faire mal. Parce que je voyais effectivement, on sent bien qu'il y a un intervalle, qu'il y a un écart en fait de compréhension entre ces deux types de populations. Mais c'est même plus que ça en fait. C'est même plus que juste un intervalle. C'est carrément, on vit sur deux planètes différentes. Je vais vous les présenter. Bienvenue sur la planète que j'ai appelée l'espace du problème. Et l'espace du problème, en fait, vous avez des gens qui sont dans un certain métier. Alors, par exemple, je prends le cas classique d'un e-commerce, parce que c'est peut-être celui auquel on se rattache le plus. Tout le monde, à un moment donné, utilisé un site e-commerce, ou presque. Et ces gens-là, en fait, ont un certain vocabulaire. Ça parle de fournisseurs, de marketplace, de stock, de produits, de contrats, de taxes, d'approvisionnement, tunnel d'achat, etc. Ça, c'est le langage des experts du domaine e-commerce. Okay. Maintenant, je vais vous présenter une autre planète qui s'appelle l'espace de la solution. Et là se trouvent tous les experts techniques. Et eux, il faut bien comprendre. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont du côté technique, tout confondu? Ah oui, quelques-uns quand même. Alors là, je vais vous taper dessus, mais je me tape dessus aussi, je fais partie. C'est que, alors, un expert technique, quand on lui explique un problème, voilà ce qu'il a en tête. Comment est-ce que je peux faire des microservices que je vais déployer sur du Kubernetes avec du Spring, du Node.js, tout ça, pour taper sur une base Mongo et qui publie des messages dans du RabbitMQ ou du Kafka, enfin voilà, et j'en passe. Ok? Donc là, vous voyez bien, on vit sur deux planètes différentes. Et pourtant, il faut arriver à collaborer. D'accord? Alors à la limite, ça, si, cette planète, c'est intéressant. Parce que quand on se penche un peu dessus, finalement, il y a des gens, il y a des boîtes. Alors par exemple, GitHub, Microsoft, ça peut être JetBrains, Atlassian. Non, pas Atlassian. Qui comprennent en fait le métier technique. Parce que, pourquoi? C'est des développeurs qui font des outils pour les développeurs. Donc c'est facile, ils parlent le même langage. Donc là, c'est facile. Mais sinon, dans la vraie vie, dans la majorité des cas, on a quand même des gens qui vivent sur deux planètes différentes. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Il y en a qui notent, je suis sûr. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Alors il y a un élément, il y a une pratique en fait qui tend vraiment à alors avec des termes qui sont peut-être effectivement un peu compliqués, on ne sait pas pourquoi on appelle ça comme ça, ubiquitous language. Mais l'idée derrière, en fait, c'est simplement de créer ensemble, pour mieux collaborer, de créer ensemble un langage commun. Alors on ne va pas le créer, ce langage commun, parce que le langage commun, en fait, c'est celui de l'espace du problème. Celui-là. D'accord? Et on va tirer, et alors là, c'est là où c'est les experts techniques qui sont au bout du flingue. C'est d'amener, en fait, les experts techniques à arrêter de penser toujours dans leur espace de solution, 2 secondes, et à penser, et à aller directement sur la planète de l'espace du problème et essayer de penser problème. On oublie les bases de données, tout ça c'est du détail, et c'est vrai en plus. On oublie les microservices, on oublie Docker, on oublie tout ça. On réfléchit à approvisionnement, produit, enfin tout ce qu'on a vu. D'accord? Et donc on construit ça. On va construire un langage commun, partagé par tout le monde. Quand je vais parler d'un produit, je sais de quoi je parle. Tout le monde partage la même définition de ce que c'est qu'un produit.
Donc typiquement, pour faire les références aux gens qui sont côté dev, on ne se pose plus la question de savoir la classe, on l'appelle produit ou article. Non, on a défini un langage commun, donc là, la définition est claire. Ok ? Alors, dit comme ça paraît simple, mais on va voir qu'il y a des façons de faire. Un autre problème aussi qu'on a, toujours je tire à boulet rouge sur mon métier, mais c'est un peu normal. Un autre problème aussi qu'on a, c'est qu'on a tendance à penser les problèmes, créer des modèles. Hein. On a toujours besoin de créer des modèles pour pouvoir créer du logiciel. Par contre, on réfléchit plutôt au modèle unique. C'est-à-dire comment est-ce que j'ai mes différents experts du domaine, là, comment est-ce que je peux faire un modèle qui résout tous les problèmes d'un coup. Mais ça pose un souci. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Alors, il y en a qui ont déjà vu la séquence d'après. Je leur demanderai de laisser les autres interagir. Ça, pour vous, qu'est-ce que c'est? Une carte du monde. Effectivement, c'est une carte du monde. Ça, pour vous, qu'est-ce que c'est? Une carte du monde. Effectivement, il n'y a pas de piège. Hein. Ça aussi, une carte du monde. Effectivement, bonne réponse. Une carte. Si, ça reste... elle est bizarre, hein, mais ça reste une carte du monde. Et celle-là, j'aime bien aussi. Alors, c'est un peu plus difficile à voir, mais ça reste géographiquement une carte du monde. Ok. Donc, ma question maintenant, c'est pour vous, laquelle est la bonne? Pardon? J'ai entendu, ça dépend? Ça dépend de ce que vous voulez montrer. Ça dépend de ce qu'on voulait montrer. Et certaines, c'était la superficie, d'autres, c'est les nations, les pays, les drapeaux. Ça, Ouais. je sais pas ce que c'est. C'est les chapeaux, ça. C'est les hautes... Ouais. Non, effectivement, ça dépend. En fait, je vais aller un petit peu plus loin. Ça dépend du contexte dans lequel je me situe. Si je vais étudier le relief, probablement que cette représentation est mieux, est meilleure. Ce modèle-là est meilleur. Par contre, si je vais étudier la population, celui-là est plus intéressant. Parce qu'on voit une répartition géographique et en même temps, vous voyez, l'Inde, là, tout de suite, paf, on voit qu'il y a du monde en Inde. Ok ? Alors que là, en fait, si je suis démographe et que je vais étudier la population, probablement que les détails sur le relief m'importent peu. Imaginez-vous maintenant faire un modèle qui réunit tout le monde. Ça devient compliqué. Okay, je vais créer de la complexité, et là, je vais arriver à tous mes fils électriques, là, à de la complexité accidentelle. Et là, ça me permet d'introduire une notion qui est complémentaire, en fait, à ce qu'on a vu précédemment sur l'ubiquitous language, qui s'appelle les contextes bornés. En anglais, on dit les bounded contexts. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend du contexte, c'est ça que j'entends. Hein. C'est-à-dire, c'est un contexte, chacun de ces, vous voyez... De ces bulles-là, c'est un contexte. Là, on est retourné dans notre exemple e-commerce. Donc, on a les problématiques de marketing, d'inventaire, de pricing, etc., de sales. Et la notion de produit est transversale. Si je commence à faire une seule classe produit dans mon code qui représente ce que c'est que le produit pour tous ces domaines, bah, je vais générer de la complexité. Et donc, l'idée des bounded context, c'est de dire, un contexte borné, c'est quoi ? C'est les limites à l'intérieur duquel une notion, un concept, a une définition qui est consistante, qui reste la même. La notion de produit pour un marketeur, c'est différent que pour la logistique. Complètement différent. Un marketeur va vous parler mise en valeur, promo, description, photo, etc. Un logistique, lui, tout ça, il s'en fiche. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'approvisionnement, le conditionnement, les seuils, les stocks, etc. Pour lui, c'est ça un produit. D'accord ? Donc on a deux choses complètement différentes. Donc l'idée, en fait, des bounded context, c'est qu'on va séparer, on va identifier en fait les contextes bornés qui existent dans notre problème, dans notre grand domaine, et ensuite les modèles qu'on va mettre en œuvre dans le logiciel vont être différents selon le contexte dans lequel on se situe. Bon, pour les équipes techniques, c'est quoi ? Ça peut être juste des packages dans lesquels vous avez plusieurs classes produits, parce que vous avez plusieurs contextes. D'accord ? Bon. Dit autrement, il faut s'imaginer qu'il y a une réalité. Donc si je reprends par exemple la carte du monde, le monde est une réalité. Et selon l'angle par lequel vous voulez l'étudier, vous allez avoir une représentation qui va être différente. Okay ? Cette image marche bien. Ok ? Je tape encore sur mon métier. Historiquement aussi, on a un autre problème. C'est que, et ça c'est très lié, en fait, c'est très historique, parce qu'avant,
On avait l'habitude de faire des applications monolithiques qui étaient organisées autour de la base de données, d'une seule base de données d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas l'espace. Bon. Et donc on faisait effectivement un seul modèle, mais on pensait aussi beaucoup, quand on modélisait, on pensait beaucoup modélisation de données. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Merise. Ouais, voilà, bah, bien sûr. Ah, il y en a fait des MPD, des MCD. Genre, alors, tu as un problème, attends, je vais te faire un MCD. Classique. Et on réfléchissait, on modélisait de la donnée. Même UML d'une certaine façon, quoique UML déjà amène autre chose. Et ça pose aussi un souci, alors que je pense que la vraie bonne modélisation aujourd'hui, c'est plutôt de modéliser des comportements. C'est-à-dire que la façon dont je vais modéliser les données, aujourd'hui, en plus, on n'est plus sur une seule base de données, des GBD classiques, relationnels. On est sur des sources de données complètement différentes. L'avènement des microservices, tout ça, machin. On a des sources de données complètement différentes. On veut indexer, on va avoir une source de données. On veut faire... quel que soit le problème, on a des sources de données différentes. Donc aujourd'hui, penser structuration de données, c'est de se mettre un peu un boulet au pied. Donc l'idée, c'est plutôt de penser comportement. Et c'est de comprendre quels sont les comportements qui existent dans mon domaine. Alors vous allez me dire, ok, on doit faire tout ça, on doit travailler pour faire émerger un langage commun, on doit faire émerger, comprendre quelles sont les bornes et les différents contextes bornés dans notre langage. On doit essayer de penser plutôt, modéliser plutôt comportement. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Excusez-moi, je regardais le temps parce que j'ai pris un peu de retard, mais je pense que ça devrait aller. Mais c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup en ce moment et ça fait depuis 4-5 ans que je m'intéresse au sujet, que j'en fais. Et vraiment, je trouve que ce type d'atelier, donc c'est l'event storming, c'est un atelier, justement, doit gagner en popularité. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur dans différents contextes. Qu'est-ce qu'event storming? Event storming, c'est un atelier qui vise à rassembler les experts du domaine et les experts techniques autour d'un espace de modélisation. C'est un atelier d'exploration du domaine. C'est-à-dire qu'ensemble, experts du domaine et experts métiers, experts du domaine et experts techniques, donc vous avez d'un côté les gens qui ont des réponses et de l'autre côté les gens qui ont des questions, et on va les faire interagir. Et la valeur réelle qui existe dans l'event storming, elle est dans les interactions qui existent entre ces deux types de points. Donc les deux personnes dont on parlait, qui venaient de deux planètes, on les prend, on les met dans la même pièce. Cette pièce, en fait, c'est une grande pièce dans laquelle il y a des murs, et on va venir disposer, vous voyez, des grands paperboards, là, sur plusieurs mètres. Et ça forme une espèce de timeline, vous voyez, là, on la voit se dessiner. Et cette timeline, en fait, vous voyez, on vient disposer des post-it. Ces post-it sont des événements. Pourquoi j'utilise des événements? Donc c'est pour ça que ça prend event. C'est pour ça que ça s'appelle event storming. Sont pas des événements n'importe lesquels, ce sont des événements du domaine. C'est-à-dire qu'ensemble, on va explorer le domaine à travers les événements qui font partie de ce domaine. Et on va faire plus que ça. Avec ces événements, on va essayer de raconter une histoire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dispose ça sur un mur et selon une grande timeline. C'est qu'on va essayer de raconter, effectivement, quelle est l'histoire, en gros, quel est le problème qu'on est en train de résoudre de bout en bout. J'ai un prospect qui arrive sur mon site e-commerce, la commande a été envoyée, du réapprovisionnement a été fait, etc. De bout en bout. En traversant l'ensemble de tous les sous-domaines qui existent. Et pourquoi on s'intéresse aux événements du domaine? Tout simplement parce que la façon dont vous allez exprimer un événement du domaine, ça va être forcément en utilisant un langage métier. Vous voyez les exemples qui sont donnés là. Donc ça vient des slides d'Alberto Brandolini, qui est dont je parlais tout à l'heure, qui est lui qui a créé en fait cet atelier et qui l'a popularisé. C'est que vous voyez ici, je dis item purchased, invoice sent, invoice paid. Et vous voyez, j'utilise vraiment des termes qui viennent du domaine métier. Je parle plus base de données, je parle plus API, appli mobile. Non. On s'intéresse d'abord au domaine.
Et ça, en fait, assez vite, ça me permet de cataloguer quels sont les concepts qui font partie de mon domaine. Alors, ils sont su par tout le monde, mais tout à l'heure, quand on se posait la question de savoir si on allait appeler ça produit ou article, là, on va avoir des réponses. Parce que c'est les experts du domaine qui sont là. Et l'intérêt aussi, c'est de rassembler les experts du domaine. C'est-à-dire que je ne fais pas ça qu'avec un expert du domaine à chaque fois. Encore une fois, pour éviter le biais de tout à l'heure. C'est plutôt, on va les mettre tous ensemble. Parce qu'en fait, ensemble, on va essayer, l'effet de les faire parler en même temps, ça nous permet de comprendre quelles sont les différentes définitions que chacun a d'un même concept. Et donc, de déterminer quels sont nos contextes bornés. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a plusieurs façons de faire event storming. Si vous allez, alors il y a Alberto Bandolini sur la fin de l'écriture d'un bouquin qui est déjà en ligne parce que c'est sur l'INPub, donc il y a des publications régulières qui sont. Mais il est déjà moins accessible partiellement. Je sais pas, 75%, un truc comme ça. Mais c'est centré sur les événements. Lui, il s'est rendu compte que cet atelier pouvait être exploité de différentes façons. Mais globalement, en fait, la terminologie, ou plutôt le métamodèle, on va dire, qui est utilisé, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en gros, les événements sont le fruit de certaines commandes. Donc les commandes, c'est les utilisateurs qui ont fait des interactions, par exemple, avec le logiciel. Ça a produit dans le système des événements qui sont remontés au niveau de l'utilisateur via les interfaces. Et donc l'utilisateur, à ce moment-là, a une information complémentaire qui lui permet à nouveau de reprendre une commande, et ça, petit à petit. Okay. Après, on vient injecter d'autres choses, mais je ne veux pas rentrer dans le détail pour ne pas vous perdre. Et donc, une fois qu'on a fait un petit peu ce tour-là, on a des murs comme ça, sur plusieurs mètres. J'étais encore la semaine dernière, par exemple, avec une équipe. On a fait 2 types d'event storming, d'ailleurs. Mais à un moment donné, on avait sur notre mur, comme ça, l'ensemble du process. Alors, c'était sur une sous-partie, pour le coup. Mais pour essayer de vraiment axer sur cette sous-partie et bien comprendre les tenants, les aboutissants. Et en fait, on s'est tout de suite, en prenant 1 mètre de recul, 2 mètres, on s'est rendu compte de la complexité du truc. Et on s'est rendu compte, en fait, de tout ce qu'il y avait dans le domaine. Parce que ce qui se passe, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe personne, en gros, quasiment personne, qui maîtrise l'ensemble du domaine métier dans lequel vous êtes. Vous avez toujours, le savoir est toujours dispersé entre différentes personnes, avec qui, des fois, il y a évidemment du recouvrement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partagent les mêmes connaissances. Mais finalement, il faut plusieurs personnes pour comprendre l'ensemble du domaine. Et c'est ça qu'arrive à faire Event Storming. Et une fois qu'on a ça, on va se rendre compte, par exemple, que côté marketing, côté sales, tout ça, il parle de produits. Par contre, côté logistique, il parle d'articles. Vous vous souvenez, le cylindre, là, c'est le même concept. Sauf qu'il a 2 termes différents. Ou en tout cas, 2 représentations différentes pour 2 profils de personnes différents. Bim, là j'ai un contexte. Et donc là, je viens mettre une barre, enfin mettre un trait pour dire, toute cette partie-là, c'est dans un contexte à part entière. C'est-à-dire que toutes les définitions qui sont là-dedans, tous les termes qui sont là-dedans ont la même définition. Quand je parle d'un produit, ici, c'est la même définition. Par contre, le produit ici a une définition différente ici. OK ? Et puis, un autre avantage à Event Storming, c'est qu'en plus, c'est prêt à l'emploi pour le développement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre Event Storming, notamment un Event Storming qu'on appelle le Design Level, on a tout un tas d'éléments que techniquement on peut traduire en utilisant des patterns certains patterns. Moi, je l'utilisais, c'est-à-dire j'avais le résultat de mon Event Storming au mur, et puis je levais le nez, et puis je regardais au tableau ce que j'avais besoin de coder. Les commandes, les événements, tout ça avait une existence dans mon code. Et les termes que j'employais pour nommer les éléments techniques portaient le même terme. Donc quelqu'un du métier pouvait venir à côté de moi, et quand il voyait produit, il savait de quoi ça parlait. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai bien vendu, mais effectivement, on peut se dire, mais si Event Storming, c'est génial, il n'y a qu'à en faire tout le temps. Alors, ce qui est intéressant avec cet atelier-là, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte avec l'expérience qu'il y avait plusieurs façons, ou en tout cas, il y avait plusieurs intérêts. C'est pas la silver bullet, c'est pas le truc qui va tout résoudre. C'est un moyen de modéliser. Par contre, moi, depuis 15 ans, c'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour commencer à faire de la modélisation. Après, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire, et là, on va aller chercher des choses dans UML, dans d'autres techniques de modélisation. Mais pour modéliser un domaine métier et arriver à avoir une vue d'ensemble qui est partagée par tout le monde, c'est important.
Moi, la semaine dernière, le feedback que j'ai eu, c'est qu'en gros, tout le monde n'avait pas la même connaissance, et d'un coup, en 3 heures de temps, tout le monde est arrivé au même niveau de connaissance. Experts techniques, experts du domaine. Même les experts du domaine, ils avaient raté certaines choses, entre eux. Mais plus que ça a élevé le niveau d'empathie. Et ça, c'est intangible, c'est pas mesurable. Et je peux vous dire que ça a une valeur absolument énorme. C'est-à-dire que les gens n'ont plus la même interaction avant et après. Ça dépend, hein. L'effet n'est pas toujours celui-là. Je sais que la semaine dernière, en tout cas, ils m'ont fait tout ce feedback-là, ils m'ont dit on sait qu'on ne va plus interagir de la même façon. Et qu'on comprend mieux, on a plus d'empathie envers les personnes du domaine métier, et puis à l'inverse, du côté du domaine technique. Et moi, je l'utilise aussi pour faire de l'onboarding. C'est-à-dire que quelqu'un que vous avez embarqué ou vous venez de faire un recrutement, il y a 4-5 personnes qui viennent d'arriver, la meilleure technique pour arriver à les embarquer dans le domaine métier dans lequel vous êtes, c'est ça. En 3 heures de temps, vous allez gagner 1 mois. Même pire que ça, c'est que j'en ai fait un il y a 2 mois et demi dans une boîte à Montpellier, et la personne m'a dit, ça fait 1 an et demi que je suis dans la boîte, je n'avais toujours pas compris ça. Enfin, il y a des choses que j'avais compris là, parce que ça c'est mon domaine d'expertise, par contre le reste je n'avais pas compris. Donc vraiment, ça c'est à tester, vous pouvez le tester dès demain. Alors, comme c'est bien, mais que ça marche pas non plus, c'est pas non plus la silver bullet. Il y a d'autres ateliers que je vais essayer de vous présenter. Le premier d'entre eux, c'est le domaine storytelling. Alors c'est un atelier qui est un petit peu plus récent. Par contre, on l'a essayé, on a trouvé pas mal d'intérêt à faire ça, et c'est une autre façon faite de modéliser. Alors effectivement, vous voyez ça n'a rien à voir avec le domaine storytelling. C'est ni plus ni moins qu'un diagramme de use case qui vient du ML. Donc là, il n'y a pas de surprise, enfin ça y ressemble en tout cas. Et l'idée, c'est déjà de cartographier quelles sont les grandes parties qui existent dans notre système. Et une fois qu'on a fait ça, on va toujours de la même façon. L'objectif, c'est la collaboration. Hein. On construit collaborativement avec les gens du domaine. Ça, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Et on va en fait, à travers nos discussions, capturer ce qui a été dit à travers un formalisme qui est graphique. Donc là, vous avez un exemple d'une espèce de phrase. Et donc, ce qui s'appelle domaine storytelling, c'est que l'objectif, c'est de raconter des histoires. Et les histoires, on les raconte avec des phrases. Bon, ben là, vous avez un exemple de phrase, assez simple, hein, vous voyez, sujet, verbe, complément, etc. Et je vais même aller un peu plus loin, c'est que chacun de ces éléments a un terme. C'est-à-dire que là, vous avez les acteurs en bout, vous avez l'activité qu'on est en train d'explorer, et vous avez ce qu'on appelle souvent le work object, c'est-à-dire l'objet de l'activité. Et ça, en fait, une fois qu'on est capable de faire une phrase, on peut raconter une histoire. Et vous voyez, des fois, c'est pas facile à lire, mais pour lire l'histoire, il y a les petits numéros là, qui nous permettent de comprendre dans quel sens. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qui vient du site domainestorytelling.org et qui explique comment, en fait, on fait la réservation de place pour un concert, que sais-je, je sais plus exactement. Ok ? Et là, on va faire émerger également le langage commun. Vous voyez, c'est un autre formalisme que tout à l'heure. Tout à l'heure, on utilisait des événements. Là, on utilise des verbes tout à l'heure, les verbes étaient au participe passé. Là, ce sont des verbes au présent. Et ces verbes au présent, en fait, ne parlent pas de base de données, ne parlent pas de... Ils parlent du domaine métier. Alors, un intérêt à ça, parce que là, je bossais en full remote, en fait, avec mon équipe, avec l'équipe dans laquelle je bossais. Et on s'est rendu compte que fait, event storming, ça marche très bien. Enfin, c'est l'atelier le plus efficace. Par contre, à distance, ça marche beaucoup moins bien. Vaut mieux payer un billet de train, clairement. Par contre, le domaine storytelling, on a pu faire ça un petit peu à distance. Et notamment, les 2 personnes, j'ai mis le lien de leur conf qu'ils ont donné à DD Europe. D'ailleurs, j'ai pu être dans la salle à ce moment-là, j'ai eu de la chance. Quand ils ont donné cette conférence, ils ont expliqué ça et eux-mêmes ont produit un petit soft qui permet de faire de la modélisation selon les principes du domaine storytelling. Donc là, je vous ai mis, parce qu'ils ont fait la version en open source, évidemment, sur GitHub, et après, ils l'ont mis en plus en ligne. Donc si vous l'utilisez en ligne, c'est gratuit. Hein. Ils ont pas fait un business model derrière, ils ont autre chose à faire. Là, j'ai modélisé, j'étais en train de préparer la conf, je me dis, je vais modéliser le système du call for paper, enfin de l'appel à orateur. Ok.
Et je trouvais ça intéressant parce qu'assez vite, après, je me suis rendu compte, mais tiens, en fait, non seulement j'ai fait émerger mon langage, mais en plus, j'arrive à voir quelles sont les bornes de mon contexte, de mes contextes. Pourquoi ? Parce que, vous voyez ici, par exemple, je parle de talk abstract. C'est en gros le résumé du talk que je vais faire, que je soumets à l'équipe d'organisation pour qu'elle valide ou pas, si elle est, enfin, qu'elle m'accepte ou pas. D'accord ? Mais cette représentation de ce qu'est une session est différente de la représentation que j'ai ici. Alors, je n'ai pas su trop nommer, en fait, ce contexte. Mais en gros, par exemple, ça, ce talk-là, en fait, c'est ce que je suis en train de faire là, devant vous. D'accord ? Le truc que j'ai préparé avec mes slides et ma présentation. Et cette représentation-là est différente de l'abstract qui est ici. Okay. Donc, paf, j'ai une borne. Troisième atelier que vous avez peut-être déjà dû découvrir par vous-même, qui est plutôt une pratique, qui est le Behavior Driven Development. Alors, Behavior Driven Development, si ça s'appelle comme ça, c'est pas normal. C'est, bon, pour ceux qui connaissent, là, ça parlera plus aux gens côté dev, c'est une émergence en fait du TDD, du Test Driven Development. Et l'idée en fait c'est d'amener la notion métier derrière, et donc de transformer l'idée qu'on écrit un test plutôt d'écrire un comportement. Alors l'objectif derrière cette pratique, c'est encore une fois toujours la collaboration, la discussion autour d'un problème métier. Par contre, une fois qu'on va capturer, plutôt que de capturer à travers des événements ou capturer à travers, comme on l'a fait dans des phrases dans le domaine storytelling, on va plutôt capturer ça sous la forme d'exemples. Finalement, on va utiliser un langage, donc là, ce langage s'appelle le Gherkin, c'est un DSL, hein. Enfin, vous voyez, tout ce qui est en noir est libre, c'est de l'écriture libre. Par contre, tout ce qui est en bleu, c'est des mots-clés. Vous voyez, en termes de mots-clés, il y a pire, quoi. Mais ça reste un langage naturel, vous voyez, ça se lit très bien. Et ça se veut comme ça. Ça se veut lisible par tout type de personnes, en fait. Et ça, ce sont des exemples, en fait, vous voyez, je ramène une user story, et cette user story, j'ai différents exemples qui me permettent de décrire quels sont, finalement, les critères d'acceptation de cette story. Je la définis comme ça, sous forme d'exemple. Et l'avantage, en fait, de ça, c'est comme ici, j'ai quelque chose avec des mots-clés, c'est que la machine peut l'interpréter. Et je peux rendre cet exemple exécutable. Donc là, en fait, vous avez une version que j'ai lancée dans un terminal, exécutable de ce que j'ai écrit là. Donc en plus, j'ai un lien direct entre ce que me disent les experts du domaine, les exemples que je prends, que les experts du domaine valident, bien évidemment, et après, je transforme ça en quelque chose d'exécutable. Donc en plus, je peux valider assez vite que mon code est en phase par rapport à ce qui est demandé. Alors c'est intéressant, c'est une pratique qui, pour certains, fait, comment dire, ça fait débat, parce qu'il y en a certains qui sont embourbés dans la définition de ces scénarios, c'est devenu un peu compliqué, lourdingue, voire il y a un outil, alors après, comme il y a des outils pour ça, on met l'outil entre les mains du domaine, et on oublie toute la logique derrière de la communication et de la collaboration. Donc il y a plein d'anti-patterns liés à ça, et c'est pour ça qu'en fait, après derrière, il y a des ateliers qui ont émergé, et notamment l'atelier d'example mapping. Et l'atelier d'example mapping, c'est un atelier qui a pour but, sur une story donnée, d'essayer de déterminer un certain nombre de choses. Donc vous voyez, le formalisme est assez simple. Vous avez des cartes avec des couleurs différentes. Et la story, on va la découper dans l'ensemble des règles qui régissent la story. L'intérêt de cet atelier, et donc après les règles, on va définir les différents exemples de cette règle. Alors après, les exemples, au début, quand on discute, on n'est pas obligé de les écrire avec du Gherkin, c'est après qu'on le fait. Mais effectivement, c'est quelque chose qui se couple très bien au BDD. D'ailleurs, ça vient du site Cucumber, qui est un outil pour faire du Behavior Driven Development. Et ça va nous permettre en fait de savoir si on est bien en phase. Et vous avez tout un tas de questions. Donc en plus, l'avantage de cet autre atelier, c'est que ça permet vraiment de formaliser si la story sur laquelle on est en train de travailler est suffisamment comprise et si on a levé suffisamment de problèmes, et si on a bien compris quels sont les tenants et les aboutissants. Et s'il n'y a pas des choses à explorer, si la story est réalisable en fin de compte. Okay. Example mapping. Alors j'ai assez peu de retour d'expérience dessus. J'ai juste vu le feedback d'une boîte qui l'avait fait, mais après c'est tout. Je ne l'ai pas testé à titre, donc je vous le donne vraiment plutôt en format essayez, regardez ce que ça peut donner chez vous. Voilà. Alors, on en vient à la fin.
Et évidemment, je me doute qu'à un moment donné, vous allez me dire, bon, ben d'accord, c'est bien, on a vu plusieurs ateliers, mais qu'est-ce qui est utilisable ? Moi, je vais vous dire après ce que j'utilise personnellement, mais déjà, j'ai essayé de voir comment on pouvait les comparer. Alors évidemment, si on veut aborder tout le scope, soit global au domaine, soit local, vous avez des ateliers qui marchent plus ou moins bien. Le BDD marche très mal, marche pas très bien si vous voulez explorer tout un domaine métier. Ça, c'est trop précis, vous allez passer un temps considérable. Par contre, Event Storming, ça, c'est top. Ok. Tous ces outils marchent aussi très bien pour explorer un domaine localement, c'est-à-dire faire un focus un peu plus local sur une sous-partie du domaine. Tous ces ateliers marchent bien aussi. Bon. Et puis il y en a qui sont remote friendly, ça c'est parce que je l'ai vécu, et d'autres le sont un petit peu moins. Event Storming marche moins, il faut vraiment que les personnes soient là en physique. Autre remarque aussi par rapport à Event Storming que je n'ai pas faite tout à l'heure, ça peut être aussi un problème, mais il faut vraiment inviter toutes les bonnes personnes. Moi récemment, on m'a demandé d'en faire un, on comptait faire venir 4 ou 5 personnes, j'ai dit je le fais pas. Parce que je sais qu'il n'y aurait pas suffisamment de personnes, il n'y aurait pas suffisamment d'interactions pour que ce soit efficace. Donc tout le monde aurait perdu son temps. Donc pour le faire, en fait, il faut vraiment qu'il y ait les bonnes personnes. Et je vous jure qu'en 2-3 heures de temps, on arrive à résoudre des problèmes qu'on n'avait pas résolus peut-être depuis un moment. Donc ça vaut vraiment le coup, même si ça coûte cher d'emmener 15 personnes pendant toute une demi-journée, mais vraiment ça a un ROI absolument énorme. Pour autant, même s'il y a des petites différences, tous ces ateliers ont tous des points communs. Ils suivent tous le même objectif. Alors bon, pardon, c'est écrit en anglais. L'objectif, c'est déjà de prendre les gens de la technique et de les ramener dans l'espace du problème. Et qu'on commence à tous collaborer autour du problème avant de s'intéresser à la technique. Et qu'on partage tous la même connaissance. Et qu'on ait des outils pour explorer ce domaine. Que ce soit à travers des événements, des activités ou des scénarios. Dans tous les cas, on explore le domaine. Vous voyez, même en BDD, les exemples que je vais donner, il est exprimé en langage naturel, mais à travers le langage du domaine métier. Toujours. C'est un acte, effectivement, d'apprentissage collaboratif. On apprend tous des choses ensemble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur Event Storming, on apprend des choses dont on n'avait pas conscience jusque-là. Et puis enfin, vous voyez, à aucun moment je vais présenter de structure de données. La seule chose à laquelle je me suis intéressé, ce sont tous les comportements qui existent dans le système. Encore une fois, exprimés sous des formes différentes. Okay. Et tous ces ateliers-là ont pour objectif ça. Et pour objectif, in fine, d'essayer de faire mieux du logiciel. C'est tout pour moi. Merci de votre attention.